Elle a souri d'un air suffisant et a dit, « J'ai des options, tu sais. » J'ai répondu, « Utilise-les. » Elle a réalisé que j'étais déjà passé à autre chose, moi aussi. Et mon option était une véritable amélioration. Son petit jeu est devenu ma porte de sortie. Mon nom est Liam. J'ai 31 ans. Je travaille dans la coordination de projets informatiques pour une entreprise de santé de taille moyenne. J'habite dans une grande ville animée et je maintiens une routine structurée, avec des levers matinaux, la salle de sport avant le travail, et des soirées calmes la plupart des jours de semaine. Ma petite amie, Chloé, a 28 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous vivions ensemble dans un appartement loué d'une chambre depuis les 9 derniers mois et nous partagions le loyer et les charges à parts égales. Quand nous avons emménagé ensemble, c'était plus pratique que romantique. Les trajets étaient plus courts, les coûts étaient moins élevés et nos horaires correspondaient la plupart du temps. Du moins, c'était mon hypothèse. Chloé travaillait dans le marketing numérique et faisait du freelance à côté. Ses revenus fluctuaient, ce qui ne me dérangeait pas. Je couvrais les courses plus souvent. Elle s'occupait d'Internet et des plateformes de streaming, et nous maintenions l'endroit assez propre pour éviter le ressentiment. Les premiers mois se sont bien passés, pas parfaits, mais stables. Puis son ton a commencé à changer, par de petites manières faciles à ignorer. Des yeux levés au ciel quand je parlais de mon travail. Des blagues désinvoltes sur ma prévisibilité. Des commentaires sur le fait que les gens de notre âge devraient s'amuser davantage. Rien de tout cela ne franchissait une ligne claire, mais cela s'accumulait. Elle a commencé à sortir plus sans moi, des verres après le travail qui se transformaient en soirées tardives, de nouveaux amis dont les noms changeaient chaque semaine. Quand je posais des questions simples, elle disait que je l'interrogeais. Si je restais silencieux, elle m'accusait de ne pas m'inquiéter suffisamment. Une nuit, après une petite dispute à propos des projets pour le week-end, elle s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, a souri d'un air suffisant, et m'a rappelé qu'elle avait des options. Pas avec colère, elle était calme, presque ennuyée, comme si elle expliquait la gravité. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête et dit qu'elle devrait les utiliser. À ce moment-là, je ne pense pas qu'elle m'ait cru. Les jours suivants ont été gênants, de cette manière passive-agressive et silencieuse qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Chloé agissait comme si rien ne s'était passé, même routine, même appartement, même lit partagé, mais la température avait changé. Elle était soudain très consciente de son téléphone, toujours inclinée, toujours face contre terre, toujours en silencieux. Je ne l'ai pas confrontée, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Quand quelqu'un vous dit qu'il a des options, il est déjà à moitié sorti mentalement. Discuter ne fait que lui donner du matériel. Ce qui avait changé, c'était mon comportement. J'ai arrêté de me surexpliquer, j'ai arrêté d'ajuster mon emploi du temps au sien, j'ai arrêté de prendre de ses nouvelles quand elle sortait. Je continuais à faire ma part des tâches ménagères, à payer ma moitié du loyer, à cuisiner mes repas. Je me suis juste désengagé émotionnellement. Elle l'a remarqué en une semaine. Elle a commencé à chercher des réactions, de grands soupirs, des commentaires sur à quel point je semblais distant. Une nuit, elle m'a demandé si j'étais fâché contre elle. J'ai dit, non, juste occupé. Cela l'a plus dérangé que la colère ne l'aurait fait. Puis sont venus les tests. Elle mentionnait négligemment des collègues masculins, des gars de la salle de sport, un barman qui lui offrait des verres. Elle présentait tout cela comme des histoires inoffensives, mais elle surveillait mon visage attentivement à chaque fois, attendant de la jalousie, attendant d'être rassurée. Je ne lui ai rien donné. Le tournant est arrivé un vendredi soir. Nous nous préparions à aller à l'anniversaire d'un ami. Elle se maquillait devant le miroir et a dit presque de manière désinvolte qu'un de ses clients l'avait invitée à prendre un verre un jour. Puis elle a ri et a dit qu'elle aimait savoir qu'elle avait toujours des options. Le même mot à nouveau, option. J'ai levé les yeux en attachant mes chaussures et j'ai dit calmement que si elle ressentait le besoin de me le rappeler sans cesse, peut-être qu'elle devrait les explorer. Elle m'a fixé comme si j'avais brisé le scénario. Elle a demandé si je la menaçais de la quitter. Je lui ai dit non. J'étais juste d'accord avec son évaluation de la situation. Nous sommes sortis ce soir-là, mais quelque chose avait basculé. Elle a bu plus que d'habitude, a parlé plus fort, a ri plus fort, est restée collée à son téléphone, et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un de nouveau assis en face de la table, la regardant d'un peu trop près.
Je ne connaissais pas encore son nom, mais je savais exactement ce qu'il était. Le gars en face de la table était nouveau dans le groupe, ce que Chloé a tenu à annoncer. Son nom était Marc, début de la trentaine, vendeur, confiant de cette manière répétée qui vient du fait d'être bon aux premières impressions et mauvais en matière de limite. Il s'est assis plus près d'elle que quiconque. Il s'inclinait quand elle parlait, riait un temps de retard, un temps trop fort. Chloé ne l'a pas repoussé. Elle ne l'a pas encouragé directement non plus. Elle a laissé faire cet espace intermédiaire où vit la dénégation. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est mis en place dans ma tête. Pas de colère, pas de jalousie, juste de la clarté. J'ai réalisé que la relation était déjà terminée. Non pas à cause de Marc spécifiquement, mais parce que Chloé avait besoin de ça. Elle avait besoin d'un public. Elle avait besoin d'un levier. Elle avait besoin de sentir qu'elle me choisissait au lieu d'être simplement avec moi. Je n'étais pas intéressé par une audition pour ma propre relation. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée et a dit qu'elle allait prendre un autre verre. Marc était debout avant même qu'elle ait fini sa phrase. Ils ont marché ensemble vers le bar, assez proches pour que quiconque les regarde suppose qu'ils étaient venus en couple. Je n'ai pas attendu de voir ce qui se passait ensuite. J'ai ramassé ma veste sur le dossier de la chaise, dit rapidement au revoir à l'ami dont c'était l'anniversaire, et je suis sorti. Aucune annonce, aucune scène, aucune sortie dramatique, juste moi quittant une situation qui ne m'impliquait plus. Je me suis assis dans ma voiture un instant avant de conduire, non pas pour me calmer, mais pour réfléchir à la logistique. Puis je suis rentré chez moi. L'appartement était silencieux quand je suis arrivé. J'ai attrapé une paire de sacs de sport et j'ai commencé à emballer uniquement ce qui m'appartenait, vêtements, ordinateur portable, articles de toilette, documents importants, choses que j'utilisais réellement. Je ne me suis pas pressé, mais je n'ai pas traîné non plus. Au moment où j'ai eu fini, l'endroit ressemblait déjà moins à une maison. Quand Chloé est rentrée plus tard cette nuit-là, j'étais parti. J'ai logé chez un ami cette nuit-là, je lui ai envoyé un message depuis la voiture, demandant si son canapé était libre. Il a dit oui sans poser de questions, ce que j'ai apprécié. J'ai dormi quelques heures, me suis réveillé tôt et suis allé directement au travail comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Autour du milieu de la matinée, mon téléphone a commencé à s'éclairer, appel manqué, message. D'abord confuse, puis agacée, puis l'escalade rapide. Elle a demandé où j'étais allé, puis pourquoi j'étais parti sans la prévenir, puis m'a accusé de l'embarrasser. Apparemment, elle est revenue à la table, a réalisé que j'étais parti, et a passé le reste de la nuit à expliquer mon absence à des gens qui en savaient soudain trop sur notre relation. Je n'ai pas répondu. Autour de midi, elle a envoyé un message plus long disant que nous devions parler comme des adultes et que disparaître était manipulateur. Celui-là m'a fait rire. J'ai répondu une fois, juste une fois. Je lui ai dit que j'avais déménagé et que nous pourrions parler de la logistique plus tard. Cela a fait basculer l'interrupteur. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les textos, comment pouvais-je faire ça pour rien? Comment Marc n'était qu'un ami? Comme j'étais peu sûr de moi. Comme je jetais quelque chose de bien parce que je ne pouvais pas gérer une petite compétition d'attention. J'ai mis la conversation en sourdine. Après le travail, je suis retourné à l'appartement pour prendre le reste de mes affaires. J'ai calculé mon heure pour qu'elle soit sortie. Je ne voulais pas de scène. Quand je suis entré, l'endroit était déjà différent, comme une chambre d'hôtel dont j'avais fait le départ mentalement. J'ai emballé les dernières boîtes, pris des photos de tout ce que je laissais derrière moi et nettoyé les zones que j'avais utilisées. Les habitudes pratiques sont tenaces. J'ai laissé mes clés sur le comptoir et j'ai jeté un dernier regard. C'est là que j'ai remarqué autre chose, mon nom avait déjà été retiré de ses réseaux sociaux. Pas bloqué, juste effacé comme si j'avais été un marque-place. Elle l'avait finalement remplacé par un espace vide. Cela aurait dû faire mal. Au lieu de cela, cela a confirmé que j'avais lu correctement la situation. Alors que je chargeais la dernière boîte dans ma voiture, elle est arrivée sur le parking. Elle est sortie vite, le visage crispé, déjà en pleine dispute avant de m'atteindre. Elle a demandé si c'était une sorte de punition, a demandé si j'attendais qu'elle supplie, a demandé si je pensais vraiment que je pouvais trouver mieux. Je l'ai regardée et je lui ai dit que je n'étais pas en compétition. J'étais en train d'opter pour le retrait.
Elle a de nouveau souri d'un air suffisant et a dit qu'elle avait des options. Je lui ai dit que je savais. Puis je suis parti en voiture. C'est la partie que les gens ne croient généralement pas, alors je vais être très spécifique. La meilleure amie de Chloé s'appelait Sophie. Elle avait 29 ans. Nous nous connaissions depuis le début de la relation. Elle avait été là pour les dîners, les anniversaires, les dimanches paresseux, tout cela. Elle était le contrepoids calme au chaos de Chloé, tranquille, observatrice, le genre de personne qui écoute au lieu d'attendre de parler. Je ne l'ai pas draguée. Cette partie est importante. Environ une semaine après mon déménagement, Sophie m'a envoyé un message. Rien de dramatique. Elle a juste demandé si j'allais bien. Elle a dit qu'elle avait entendu des choses et voulait ma version parce que l'histoire qu'on lui racontait ne correspondait pas. Nous nous sommes rencontrés pour un café en milieu de journée, endroit neutre, pas d'alcool, pas d'ambiguïté. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé, du début à la fin, sans rien embellir. Je n'ai pas dénigré Chloé, je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Sophie a complété le reste sans s'en rendre compte. Apparemment, Chloé se plaignait à elle depuis des mois, trouvant que j'étais trop stable, trop prévisible, pas assez excitant. En même temps, elle paniquait à l'idée de me perdre parce que je la faisais se sentir en sécurité. Sophie a dit que cela semblait que Chloé voulait me garder tout en auditionnant des remplaçants. Ce café s'est terminé sans câlin, sans flirt, sans rien d'inapproprié. Mais quelque chose a changé au cours des 2 semaines suivantes. Nous avons parlé davantage. Les messages se sont transformés en appels téléphoniques. Les appels téléphoniques se sont transformés en dîners. Toujours lentement, toujours avec prudence. Il y avait une entente tacite que c'était un territoire délicat. Finalement, Sophie a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit qu'elle s'était toujours sentie comme un personnage secondaire dans la vie de Chloé, utile quand on en avait besoin, ignoré autrement. Me regarder partir l'avait forcée à réévaluer beaucoup de choses. Quand nous avons finalement décidé d'essayer de sortir ensemble, nous avons convenu de 2 règles, transparence totale et 0 secret. Si à un moment donné ça ne se sentait pas juste, nous arrêterions. Cela ne se sentait pas faux. Cela se sentait calme, facile, comme si je n'avais pas à me préparer pour le prochain test ou la prochaine provocation. Pas de jeu, pas de rappel d'options, pas de sourire narquois. L'ironie ne m'a pas échappé. La femme qui était censée faire sentir Chloé supérieure a fini par être celle qui m'a montré à quoi ressemblait réellement le respect. Chloé l'a découvert 3 semaines plus tard. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Chloé ne l'a pas appris par moi. Elle l'a appris de la manière dont les gens comme elle l'apprennent toujours, de biais, par des captures d'écran, par des demi-phrases lâchées dans des discussions de groupe, par ce changement soudain où les amis communs commencent à agir bizarrement sans expliquer pourquoi. Elle m'a envoyé un message tard un soir pour me demander si c'était vrai. J'ai attendu avant de répondre, non pas pour être dramatique, mais pour être précis. Puis j'ai dit, oui, je voyais Sophie, et non, ce n'était pas un accident ou un rebond. C'était tout. Sa réponse a été rapide et chaotique. Elle a dit que c'était une trahison, que Sophie était déloyale, que j'étais cruel de faire ça exprès. Elle a dit que j'avais franchi une ligne et que cela prouvait que j'avais planifié quelque chose derrière son dos depuis le début. Cette partie était presque impressionnante, la façon dont elle a réécrit les événements pour qu'elle soit la victime. Je n'ai pas discuté sa version. J'ai juste corrigé une chose, je lui ai dit qu'elle avait été très claire sur le fait d'avoir des options. J'avais simplement exercé la mienne sans l'annoncer. Puis je l'ai bloquée. Pas de manière dramatique, pas en pleine dispute. Je l'ai bloquée partout calmement et délibérément, téléphone, texto, réseaux sociaux, courriel, toute application où elle pouvait m'atteindre ou me regarder. Disparu. Pas de message de suivi, pas d'avertissement, pas d'explication au-delà de ce qu'elle avait déjà. C'est cela qui a été la véritable escalade. Parce que Chloé n'était pas habituée à perdre l'accès. Elle prospérait grâce aux réactions, au fil de discussions en cours, au fait de pouvoir piquer, tirer et recadrer les choses en temps réel. Bloquer la retirait de la scène entièrement. Les retombées se sont tout de même produites, juste sans moi dedans. Elle a fait une crise publique, des publications vagues sur la trahison, sur les faux amis, sur les hommes qui ne pouvaient pas gérer les femmes confiantes. Elle n'a jamais nommé de nom, mais elle n'en avait pas besoin. Quiconque nous connaissait pouvait relier les points.
Sophie a géré cela de la manière opposée. Elle n'a pas publié, n'a pas expliqué, n'a pas défendu. Elle s'est discrètement éloignée des gens qui se nourrissaient du drame et s'est concentrée sur sa propre vie. Ce contraste était impossible à manquer. Sortir avec Sophie semblait presque ennuyeux en comparaison. Et je dis cela dans le meilleur sens du terme. Nous faisions des plans et nous les tenions. Nous parlions des choses au lieu de les mettre en scène. Pas de tests, pas de menaces, pas de rappel d'options. Une nuit, Sophie m'a dit quelque chose qui a tout expliqué. Elle a dit, Chloé plaisantait en disant que j'étais sur mes temporaires à quelqu'un à garder jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Sophie a dit qu'elle ne riait jamais de ses blagues. C'est le moment où j'ai su que bloquer Chloé n'était pas mesquin. C'était nécessaire. On ne peut pas avancer tant que quelqu'un essaie de vous ramener dans son jeu. Et une fois qu'elle a perdu l'accès à moi entièrement, elle a perdu le seul levier qu'elle ait jamais eu. Bloquer Chloé n'a pas mis fin au bruit. Cela l'a juste retiré de ma vie. Ce que j'ai entendu après m'est parvenu par d'autres personnes, généralement précédées d'eux, je ne voulais pas m'impliquer. Apparemment, elle a dit à quiconque voulait bien l'écouter que Sophie et moi avions été émotionnellement impliqués pendant des mois, que j'avais décroché bien avant de partir, que tout avait été planifié. Rien de tout cela n'a tenu longtemps. Trop de détails ne correspondaient pas. Les chronologies se contredisaient. Les captures d'écran qu'elle montrait commençaient commodément après la rupture. Les gens ont remarqué tranquillement au début, puis plus ouvertement. Sophie a perdu un groupe d'amis presque du jour au lendemain. Non pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle a refusé de jouer la défense. Elle n'a pas plaidé sa cause, n'a pas contre-publié, n'a pas eu à s'expliquer auprès de gens qui avaient déjà décidé ce qu'ils voulaient croire. Cela lui a coûté socialement, et je ne ferai pas semblant que cela ne m'a pas dérangé. Mais ce qui l'a remplacé était mieux. Nous avons construit notre propre routine lentement, des dîners en semaine, de longues promenades, des discussions sans vérifier les téléphones toutes les 5 minutes. Elle n'avait pas besoin de validation constante. Elle ne me testait pas pour voir si j'allais réagir. Elle supposait une bonne intention jusqu'à preuve du contraire. Une nuit environ un mois après, elle a admis qu'elle avait toujours remarqué comment Chloé me parlait, les blagues à mes dépens, la façon dont elle rejetait mes préoccupations comme étant ennuyeuses ou peu sûres. Sophie a dit qu'elle disait à Chloé que ce n'était pas sain. Chloé riait et disait qu'elle m'avait « verrouillé ». Cette phrase est restée avec moi plus longtemps que prévu parce que c'est à cela que tout se résumait. Elle pensait que j'étais verrouillé. Que la stabilité signifiait la conformité. Que le calme signifiait la faiblesse. Elle n'a jamais envisagé la possibilité que les gens calmes partent plus vite parce qu'ils ne l'annoncent pas. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Marc par coïncidence la même salle de sport. Il m'a reconnu immédiatement, a eu l'air mal à l'aise, a essayé de faire de la petite conversation. Je suis resté poli et bref. Alors que je m'éloignais, il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il m'a dit que Chloé était épuisante, qu'elle parlait constamment de gagner et de perdre, de prouver quelque chose à quelqu'un qui n'était plus là, à quel point c'était injuste que je ne l'ai pas pourchassée. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là, ma vie avançait déjà et la sienne orbitait toujours autour d'un moment que j'avais quitté sans regarder en arrière. Environ 2 mois après que tout a explosé, les derniers détails pratiques se sont réglés. L'avis de renouvellement du bail est arrivé par courriel. Chloé a renouvelé seule. J'ai transféré mes services publics proprement. Pas de litige, pas de dispute, pas de conversation finale dramatique, juste de la paperasse rattrapant des décisions déjà prises. Sophie et moi avons pris notre temps pour définir ce que nous étions, non pas parce qu'il y avait un doute, mais parce qu'aucun de nous ne ressentait le besoin de se précipiter pour mettre des étiquettes afin de prouver quoi que ce soit. Rien que cela était nouveau pour moi. Aucune pression pour jouer un rôle, aucune crainte que ralentir ne signifie perdre l'élan. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point ma tête est devenue calme. Je n'avais pas réalisé combien de bandes passantes mentales Chloé consommait jusqu'à ce qu'elle soit partie. La vigilance constante de bas niveau, surveiller le ton, choisir les mots avec soin, anticiper les réactions, tout cela a disparu. Même mon sommeil s'est amélioré. Une nuit, Sophie l'a souligné. Elle a dit que j'avais l'air plus léger, pas plus heureux de manière dramatique, juste plus stable, comme quelqu'un qui ne se préparait plus à l'impact. Elle avait raison. Nous avons croisé Chloé une fois en personne d'un supermarché aléatoire, des allées différentes, la même file à la caisse.
Elle était avec quelqu'un de nouveau, plus grand que Marc, plus bruyant, trop affectueux d'une manière qui semblait répéter. Elle nous a vus. Sa posture a immédiatement changé. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Sophie a hoché la tête poliment. C'était tout. Mais le silence a frappé plus fort que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. Chloé m'a regardé comme si elle essayait de déterminer à quelle version de l'histoire appartenait ce moment, celle où j'étais censé regretter d'être parti ou celle où j'étais censé orbiter toujours autour d'elle. Je ne faisais ni l'un ni l'autre. Dans la voiture après, Sophie m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit oui et je le pensais. Il n'y avait pas de vague d'émotion, pas de satisfaction, pas d'amertume, juste une confirmation. Plus tard cette semaine-là, une connaissance commune m'a dit que Chloé avait été racontée aux gens qu'elle avait échappé à une balle, que j'étais émotionnellement indisponible, que Sophie m'avait volé. Je n'ai pas corrigé cela, parce que les gens qui ont besoin de recadrer la réalité si durement le font généralement pour eux-mêmes, pas pour un public. Ce qui importait était plus simple que tout cela, je n'étais plus comparé à des options hypothétiques. Je n'étais pas mesuré à l'aune de l'attention d'étrangers. On ne me rappelait pas que j'étais remplaçable. J'étais choisi tranquillement, constamment, sans théâtralité. Et une fois que vous faites l'expérience de cela, le bruit ne vous manque pas. La dernière véritable ondulation est venue d'un endroit auquel je ne m'attendais pas. Environ 3 mois après, Chloé a tenté de rentrer dans ma vie indirectement. Elle ne pouvait plus m'atteindre directement, alors elle est passée par la périphérie, amis communs, anciens collègues, même un de mes cousins toujours formulé comme une préoccupation, toujours déguisé en besoin de conclusion. Elle voulait parler juste une fois. Pas de drame, juste des adultes. J'ai refusé à chaque fois sans répondre personnellement. J'ai dit aux gens que j'allais bien et que je n'avais pas besoin de médiation. La plupart ont respecté cela. Quelques-uns ont essayé d'insister. J'ai cessé de m'engager avec eux aussi. Sophie l'a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. Elle a demandé si Chloé tournait toujours autour. J'ai dit oui, mais que cela ne se rapprochait pas. Elle a hoché la tête et a dit quelque chose de simple qui est resté, les gens comme ça ne s'ennuient pas de toi. L'accès leur manque. C'était exactement ça. Chloé ne me voulait pas en retour. Elle voulait la confirmation qu'elle pouvait toujours me ramener si elle le choisissait. Que j'étais toujours une option sur son étagère, même si elle ne l'utilisait pas. Ne pas lui donner cette confirmation était apparemment insupportable. Pendant ce temps, ma vie continuait à devenir plus calme et meilleure. Le travail s'est stabilisé. J'ai été promu à un rôle avec moins de crise et plus de contrôle. Sophie et moi avons fait un court voyage ensemble. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une cabane louée, du mauvais temps, et pas de service cellulaire. C'était parfait. Une nuit près de la cheminée, elle a admis quelque chose que je ne savais pas. Elle a dit qu'elle avait toujours comparé ses relations à celles de Chloé. Pas intentionnellement, juste par proximité. Regarder Chloé exiger de l'attention et du chaos avait faussé sa perception de ce à quoi ressemblait la normalité. Me voir partir quand je l'ai fait la sortie de là. Cela a semblé étrange à entendre. Non pas comme de la fierté, plus comme une responsabilité, un rappel que les limites ne vous protègent pas seulement. Elles montrent aux autres ce qui est possible. Chloé a finalement cessé d'essayer. Ou peut-être qu'elle a juste manqué d'angle. Quoi qu'il en soit, le silence a persisté. Et dans ce silence, il n'y avait finalement plus rien de non résolu. Juste une dernière chose à dire. Je vais conclure proprement parce que c'est comme cela que ça s'est réellement terminé. Il n'y a pas eu de confrontation finale, pas d'excuse de sa part, pas de réalisation dramatique de sa part qui ait changé quoi que ce soit. La vie a juste continué à avancer dans 2 directions différentes. Sophie et moi n'avons pas construit notre relation sur le contraste, mais la différence était impossible à ignorer. Avec elle, je n'ai jamais eu à me demander où j'en étais. Je n'étais pas un marque-place. Je n'étais pas mesuré par rapport à des alternatives imaginaires. On n'attendait pas de moi que je subisse des tests de tolérance à l'indifférence pour prouver ma valeur. Elle m'a choisi sans l'annoncer. Chaque jour, tranquillement, constamment. Avec le recul, le moment où Chloé a souri d'un air suffisant et a dit qu'elle avait des options n'était pas une menace. C'était une information. Et j'ai traité cela comme une information. Je n'ai pas rivalisé. Je n'ai pas discuté.
Je n'ai pas essayé de réaffirmer ma valeur auprès de quelqu'un qui cherchait déjà un levier. J'ai utilisé mon option. Et il s'est avéré que c'était une amélioration. Non pas parce que Sophie était meilleure que Chloé sur un tableau de score, mais parce que la relation elle-même était meilleure, plus saine, plus simple, réelle. L'ironie est que Chloé raconte probablement toujours l'histoire où elle a gagné, où elle m'a fait fuir, où je ne pouvais pas gérer sa confiance. Les gens comme elle ont besoin de ce cadrage pour fonctionner. Je n'ai pas besoin de le corriger car la vérité est que, au moment où j'ai cessé de réagir, cessé d'auditionner, cessé d'essayer d'être choisi par quelqu'un qui aimait détenir le pouvoir, le jeu a pris fin. Et une fois qu'un jeu se termine, peu importe qui pensait gagner. Je ne suis pas parti en colère. Je ne suis pas parti avec amertume. Je suis parti lucide. Et je n'ai jamais regardé en arrière.